Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est intéressant pour moi, et qui m'a vraiment préoccupé pendant de nombreuses années. Et c'est pas la première fois que je fais une tentative de vidéo là-dessus, parce que le sujet est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Mais je pense quand même que ce que je vais apporter peut être utile à tout le monde. Donc c'est pour ça que je le fais. Et donc, il s'agit de se poser la question de l'utilité de la notion de conspirationnisme. En fait, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est que ce mot peut être utilisé comme étant une sorte de novlangue. Donc, qu'est-ce que la novlangue? C'est un terme qui apparaît dans le roman 1984 et qui désigne le travail du pouvoir pour effacer certains mots du vocabulaire du peuple, pour le remplacer par des termes qui sont positifs. Le, la guerre, c'est la paix, des choses comme ça, de telle manière à ce qu'il ne puisse plus être possible de penser autrement que de manière favorable au pouvoir. Donc, moi, quand j'ai vu apparaître le mot conspirationnisme, je me suis dit, bon, bah, c'est juste de la langue, donc je vais pas m'en préoccuper plus que ça. Et si on me posait la question il y a 10 ans, est-ce que le terme conspirationnisme a une utilité, j'aurais répondu sans doute non. Aujourd'hui, avec le travail de la zénétique et puis les dérives du conspirationnisme, je répondrais plutôt oui. Mais j'aimerais quand même apporter beaucoup de nuances pour que vous compreniez en fait le- la totalité du problème. En fait, je vais vous présenter ma démarche avec deux exemples. Imaginez que on présente l'ombre d'un objet à une personne, l'ombre est ronde, et puis l'ombre du même objet à une autre personne, et là l'ombre a plutôt une forme rectangulaire. Et que les deux personnes se chamaillent euh, parce qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'elles ont vu, sur l'objet en question. Elles n'ont vu que leur ombre, mais n'ont pas vu l'objet lui-même. Donc l'un dit que c'est forcément quelque chose de rond, genre une sphère, et l'autre dit que c'est forcément un parallélépipède. Et bon, bah, vous voyez venir l'astuce, hein, c'est un cylindre en vérité. Mais on se sert souvent de cette allégorie pour prouver que bien souvent il est difficile d'avoir la fin du mot, le mot, comment dire, de prendre du recul sur un problème au point de comprendre exactement ce qui a pu nous diviser, ce qui a pu nous amener à penser X ou Y. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vais essayer de me dire qu'est-ce, quel est le cylindre. Une autre allégorie, c'est le chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est un chat, vous le mettez dans une boîte, vous mettez un dispositif qui va le tuer, mais à un temps où vous ignorez quand ça va le tuer. Donc, vous êtes toujours dans l'ignorance de savoir est-ce que le chat est vivant ou mort. Et donc, en l'absence de possibilité d'ouvrir la boîte, vous êtes obligé de prendre une décision j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, le fait de se dire que le débat est toujours ouvert, mais il faut quand même à un moment donné qu'on puisse prendre une décision, sinon on ne fait plus rien. Et donc c'est aussi la seconde partie de ma démarche, c'est que je ne sais pas ce qui est arrivé, par exemple, le 11 septembre, mais par contre, je peux supputer avec les éléments qui me sont à ma disposition. Et il faut bien que je prenne une décision à un moment donné dans ma vie, tout en laissant le débat ouvert. Surtout que de toute façon, ce n'est pas à moi, ce n'est pas mon rôle de faire la police aux États-Unis. Voilà. Mais par contre, en tant que citoyen, c'est de mon rôle de garder mon esprit critique vis-à-vis de ce que font les médias dominants. Donc nous allons étudier ça aujourd'hui. Nous allons aussi étudier donc, les différentes nuances qu'il peut y avoir au sein de ce qu'on appelle le terme conspirationnisme. Et j'ai créé, je crois, 7 définitions ouais, c'est ça, 7 définitions
pas du conspirationnisme, mais justement des nuances de méfiance qu'on peut avoir envers un État, du, euh, du pas méfiant du tout à très méfiant, ou voire de la collaboration à une forme de conspirationnisme extrême. Et pour chacune, en fait, je donne une définition. Vous allez voir, c'est que c'est pas juste une question de degré, c'est aussi une question de d'outillage, de définition, de qui se sert de quoi pour faire quoi. Et que c'est pas juste c'est pas juste une mesure, c'est pas juste ça. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se recoupent, il y a des interactions. C'est pour ça que c'est très très important pour moi de faire ces vidéos, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et que ce sont mes définitions, j'entends, mais si on se met d'accord dessus, on peut discuter des sujets. Donc le premier, je vais partir, dans quel sens? Je vais partir du plus conspi au moins conspi. Donc le premier, le degré le plus haut de conspirationnisme, on va dire, c'est le conspirateur conspirationniste. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui veut conspirer, qui complote lui-même, mais qui va accuser d'autres personnes de comploter. Il est prêt à créer de fausses preuves de complot. Il a utilisé des procédures bâillons, utilisé des sophismes pour arriver à ses fins. Il est l'ennemi de tous les objecteurs de conscience, mais en secret. Officiellement, il se présente comme étant leurs alliés, leurs amis, et il utilise le terme conspirationnisme pour désigner les gens qui vont l'accuser. Donc c'est vraiment une fusion entre ce que craignent les conspirationnistes et une fusion entre ce que craignent les personnes moins conspies, mais qui veulent quand même vérifier que, voilà, comment je pourrais expliquer ça, ce type de personne appartient aux deux catégories. Il est à la fois conspirationniste et en même temps conspirateur. Donc, des exemples, Staline, Hitler, Trump, depuis son arrivée au pouvoir, enfin surtout avant son arrivée au pouvoir, et ben, c'était justement quelqu'un qui faisait partie de l'affaire Epstein, qui en fait n'hésite pas à bombarder des populations pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc on parle de quelqu'un de pas du tout intègre. Big Brother dans 1984. Donc voilà, je vais pas m'étendre à ce sujet parce que la vidéo risque d'être trop longue. Mais ce sont des gens qui vont accuser les autres de faire ce que eux ils font. Les pervers narcissiques aussi pourraient très bien être dans cette catégorie. Ensuite, nous avons, hop, on monte d'un cran vers des personnes moins conspires, on va dire le conspirationniste militant ou l'attitude conspirationniste. Donc c'est la principale cible des zététiciens lorsqu'ils parlent de conspirationnisme. Donc ce sont des gens qui ont des lacunes de rigueur scientifique, des lacunes de méthodologie, et ils vont privilégier leur intuition à la méthode lorsqu'il s'agit du scepticisme. C'est-à-dire ils vont utiliser leur intuition, leur pifomètre, leur sixième sens, en quelque sorte, ce que leur chuchote leur inconscient, pour savoir est-ce que lui je le sens ou lui je le sens pas. Est-ce que cette personne je la sens ou pas, pour savoir si quelqu'un est un comploteur ou pas. Et c'est quelqu'un qui va se construire en opposition au conspirateur euh, ou à la personne corrompue, le dictateur, ou voilà, la personne qui se fait passer pour un démocrate, et au larbin. Le larbin, il va avoir tendance à le qualifier de journal. Donc on va voir plus tard ce que c'est qu'un larbin. Il est malheureusement l'idiot utile du conspirateur conspirationniste, dont la, la catégorie précédente qu'on vient de nommer. Donc des exemples de ce genre de personnes, bah, je suis désolé pour eux, mais de Thierry Messant, Didier Raoult, Dieudonné, je pense il manque quand même de méthodologie scientifique. Didier Raoult est clairement présenté comme quelqu'un qui a une très mauvaise méthodologie scientifique, voire qui fraude.
Didier Raoult, j'ai failli le mettre dans la catégorie précédente, mais bon, j'ai pas trop envie d'avoir de problème, donc voilà. Oui, il faut savoir que la catégorie des conspirateurs conspirationnistes, ils sont capables de faire des procédures bâillons. Renseignez-vous sur ce que c'est sur Internet, si vous ne savez pas ce que c'est, mais en gros, c'est le tribunal, on porte plainte contre toi pour X ou Y, et l'objectif est juste de te faire euh, coûter de l'argent parce que tu as ouvert ta bouche. Et, et Didier Raoult, il me semble qu'il est capable de faire ce genre de choses. Et puis il y a des gens, en tout cas, qui sont capables de faire ce genre de choses. Et que j'ai même pas nommé tellement j'ai peur qu'il me retombe dessus. Après, bon, heureusement, ma chaîne est une petite chaîne, mais voilà. Donc il y a tout ça. Alors, ensuite, on monte d'un cran vers quelqu'un de moins méfiant, on va dire. On va appeler l'objecteur de conscience. Donc, l'objecteur de conscience, c'est quelqu'un qui a une vigilance accrue concernant les possibles novlangues utilisées par le pouvoir pour éviter d'être le crédule. Donc, le crédule, on le verra plus tard. Il peut revendiquer le terme de conspirationnisme pour empêcher le crédule de clore le débat ou pour d'autres raisons, sans forcément entrer dans la catégorie précédente. Ce n'est pas quelqu'un de militant. C'est quelqu'un qui s'oppose au larbin et en même temps au conspirateur conspirationniste. Donc on verra ça quand je vous montrerai le schéma, et sa valeur principale, c'est l'intégrité. C'est quelqu'un qui est parfaitement représenté par la citation. Le véritable courage consiste à dénoncer les crimes commis par son propre camp et non ceux commis par l'adversaire. Avant, je pensais que c'était, comment il s'appelle, Bertrand Russell qui avait dit ça, et il se trouve que finalement non, on ne sait pas qui a prononcé cette citation, mais moi, elle m'a beaucoup inspiré, et c'est très 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 important pour quelqu'un comme moi d'être capable d'autocritique et de dénoncer mon propre camp, entre guillemets, même si j'ai pas vraiment de camp, mais mon propre pays, s'il fait de la merde, je dois être en mesure de dénoncer l'homme politique pour qui j'ai voté l'année dernière, je dois être capable de le dénoncer, et c'est toujours très difficile de le faire. Quelques exemples, je pense que Étienne Chouard, il l'est, Franck Lepage, pareil. Les chavistes authentiques, ceux qui sont persécutés aujourd'hui par le régime Maduro, mais qui ont soutenu Chavez, et notamment la constitution écrite par Chavez, me semble aujourd'hui appartenir à cette catégorie-là. Et les communistes authentiques, pas les staliniens, hein, du genre Ambroise Croizat, Trotsky, Orwell. Orwell n'est pas communiste, mais en tout cas, c'est un homme de gauche authentique qui va pas se limiter sa critique uniquement à la droite. Il va aussi être capable de critiquer l'extrême gauche quand il y a des problèmes de l'extrême gauche. Ensuite, on monte encore d'un cran et on tombe sur la zététique. Donc, la zététique, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, il y a tellement de vidéos là-dessus. Ce sont des gens qui vont suspendre leur jugement sans prendre de parti, privilégient le scepticisme méthodique au scepticisme intuitif, et donc c'est pour ça qu'ils vont souvent retoquer les conspirationnistes militants. Parce que c'est l'inverse de ce qu'ils font. Ils se servent du mot conspirationnisme pour inciter l'interlocuteur à accroître la robustesse de son hypothèse via les méthodes présentées par Karl Popper. Donc, allez voir la vidéo de Le Percepteur sur Karl Popper, vous aurez tout compris. Donc voilà. Ensuite, je passe parce que franchement, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de vidéos à ce sujet. Cran supérieur, donc là on entre carrément parmi les gens qui eux ont plutôt vraiment confiance envers le système. Donc, je vais les appeler les crédules ou les bien-pensants. Ce sont des gens qui vont défendre le statu quo et faire taire les critiques vis-à-vis du système, et qui vont, par maladresse, faire souvent des paralogismes, voire être un peu superstitieux. Ces genres de personnes vont se servir du mot conspirationniste comme moyen de clore un débat, notamment face à l'objecteur de conscience. Donc
c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au final, je pense que les deux pensent bien faire, hein, l'objecteur de conscience et aussi bien le crédule. Le crédule a juste peur du statu quo. Il a peur de- pas du statu quo, justement, il a peur du changement. Et l'objecteur du conscience a peur justement que le crédule ait peur du changement. Donc vous voyez le problème. Et donc le crédule a peur que l'objecteur de conscience devienne un conspirationniste ou carrément que le conspirationniste soit en fait un conspirationniste conspirateur. Et on le verra ça aussi, enfin c'est sa force aussi, c'est que moi à une époque je détestais les gens crédules, enfin je détestais, non je détestais pas, mais j'avais beaucoup de critiques, des critiques acerbes, on va dire, vis-à-vis des gens que je qualifiais de crédules. Aujourd'hui, je comprends leur force, je comprends ce qui a pu amener la société à avoir une certaine stabilité grâce à ces gens. Et je n'ai plus envie de les combattre comme si c'était des gens, des idiots utiles. Je dirais pas. Je dirais aujourd'hui que ceux qui sont les idiots utiles, ce sont les conspirationnistes militants. Ensuite, on va un cran plus haut, le larbin ou le chien de garde. Donc, c'est quelqu'un qui va servir les vrais conspirateurs, ou en tout cas les personnes peu intègres, corrompues, pour obtenir des récompenses. Ils sont souvent désignés sous le nom peu élogieux de journalope par les conspirationnistes militants. Ils sont opposés à toute forme de scepticisme à partir du rang de la zététique, puis en dessous. Donc, pour eux, à partir du moment où tu te poses des questions, tu as un problème. Et ils sont notamment les ennemis des objecteurs de conscience. Quelques exemples de ce que ça pourrait être. La Pravda en URSS, le ministère de la Vérité dans George Orwell, les milices pro-Maduro actuellement au Venezuela. Et donc là, bah, moi, je suis quelqu'un entre guillemets de gauche, mais je dois être capable de critiquer Maduro. Et je critique Maduro parce qu'il a effectivement beaucoup trop de critères qui le rapprochent d'un dictateur, et c'est pas normal. C'est pas une raison que les États-Unis imposent un blocus et font la merde, c'est pas une raison pour casser le travail constitutionnel qu'avait fait Chavez. Qu'on soit pour ou contre Chavez, c'est un fait que Maduro est objectivement en train de casser le travail de Chavez. Donc ça, c'est pas normal. Ensuite, le plus haut degré, où là, c'est carrément le conspirateur lui-même, le dictateur, le théocrate. Il bénéficie d'une immunité au soupçon grâce à son statut, grâce à son statut social ou à sa position dans la hiérarchie politique. Il utilise souvent le sophisme de l'autorité, je ne sais plus comment on l'appelle, l'argument d'autorité, et il se sert de la confiance du crédule pour arriver à ses fins. Et c'est ça qui est un peu triste, effectivement, c'est que la masse de crédules dans la population crée la puissance du conspirateur, et le travail du larbin pour justifier le conspirateur, ouais, c'est ça qui crée leur force. Donc quelques exemples: Maduro, le roi d'Arabie Saoudite ou du Qatar, le Kim Jong-un, Trump lui-même. Une fois qu'il arrive au pouvoir, bah, Trump est un lui, il dit lui-même qu'il pouvait être un dictateur jour 1. Bah, je suis désolé, jour 1, c'est déjà suffisant pour que je te mette dedans. C'est déjà pas normal. C'est inacceptable. Donc, voilà. Donc, et voilà, il y a beaucoup de régimes au Moyen-Orient ou en Afrique qui sont en fait soutenus par les États-Unis ou par l'Europe, qui ne sont pas qualifiés de dictature alors qu'ils devraient l'être, qui ne sont pas qualifiés de conspirateurs alors qu'ils devraient l'être, mais comme ils ont les bons alliés, eh bien, ils n'ont aucun problème. Donc ça c'est pas normal. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que j'ai quand même... Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Alors, ah si, ouais, quelques exemples de zététiciens, Thomas Durand, ça, Monsieur ça. Ensuite, nous allons passer à un magnifique schéma pour vous expliquer que tout ça, ce n'est pas linéaire, au contraire, c'est circulaire. C'est-à-dire que vous avez
un lien qui est tellement fort entre le conspirateur et le conspirationniste conspirateur que moi je les mets côte à côte. Je ne les mets pas opposés, c'est pas possible. Euh, il n'y a pas de différence entre la conspiration d'un Staline et la conspiration d'un Trump qui est dans les fichiers Epstein. C'est pas mieux d'avoir Staline, c'est pas vrai. C'est pas mieux d'avoir un conspirateur sous prétexte qu'il a été l'ennemi du précédent. Donc je les mets côte à côte et ça me permet du coup de montrer grâce à ces flèches violettes que vous voyez que il y a des liens là où on pourrait croire qu'il n'y en a pas. Le conspirationniste conspirateur devient lui-même un conspirateur. Le conspirationniste militant devient lui-même incrédule une fois que son conspirateur est au pouvoir. Une fois que Trump est au pouvoir, bizarrement, beaucoup moins de critiques vis-à-vis du pouvoir en place. Tiens donc, est-ce que ces gens-là étaient aussi intègres qu'ils le croyaient? Est-ce qu'ils étaient aussi sceptiques qu'ils le croyaient? Pas du tout. On peut voir ensuite qu'il y a un lien entre le crédule et le conspirationniste, le conspirateur, où le crédule ignore le conspirationniste conspirateur, ce qui fait une excellente protection dans quelque sorte. Vous voyez que ça me permet de, de mieux comprendre ce qui se passe, de mettre à plat ce genre de lien, de pas juste être un chien enragé qui se dit mais vous êtes tous des naïfs, c'est pas vrai. Un crédule, en fait, il est un bouclier contre ces gens-là. Il est un bouclier contre le manque de méthodologie scientifique des conspirationnistes. Donc je veux plus être leur ennemi juré. Et aussi, vous pouvez voir aussi que je n'ai pas voulu mettre en rouge le lien entre le zététicien et le conspirationniste. Le zététicien n'est pas là pour être l'ennemi du conspirationniste. Il est là pour que le conspirationniste, pour inciter le conspirationniste à améliorer la robustesse de ses théories. Je vous renvoie vers la vidéo de le percepteur sur Karl Popper. J'ai fait moi aussi une vidéo sur la zététique. Donc ce n'est pas son rôle. Son rôle n'est pas d'affronter directement le conspirationniste. Ensuite, je vais rajouter encore, encore une grille de lecture là-dessus. Parce que je peux déceler des gros groupes comme ça, avec d'un côté l'indifférence du côté du crédule et un peu du zététicien. C'est vrai que le zététicien veut être indifférent, mais dans le sens où il veut être neutre, il veut suspendre son jugement pour éviter de faire des erreurs. Bon. L'objecteur de conscience, s'il correspond, en tout cas à la définition que je viens de donner, par la fameuse citation que je viens de vous donner tout à l'heure, sa valeur principale, ça va être l'intégrité. Mais le zététicien aussi, il veut être intégré. Du coup, j'ai recoupé un petit peu. Ça se chevauche les zones. Le conspirationniste militant aussi, il a le souhait d'être intègre. Mais il échoue à ce sujet par manque de méthode. Et en fait, ensuite, vous avez la dernière zone qui est la zone du désamour et la déraison. Donc, si vous connaissez cette chaîne, vous savez que je ne fais pas de distinction entre l'amour et la raison. Parce que quiconque fait preuve de désamour fait preuve de déraison. Quiconque fait preuve de déraison fait preuve de désamour. Ça va dans les deux sens. Du coup, je ne vois pas trop d'intérêt à distinguer ces deux notions. Ces deux notions, pour moi, sont les mêmes. C'est une manière pour moi de les réconcilier, là où la plupart des gens les fâchent de manière un peu artificielle, je trouve, personnellement. Les séparent, en tout cas, les distinguent de manière un peu artificielle à mon goût, et ça ne me plaît pas. Ça ne me convient pas. Ça ne me convainc pas, ça ne me convient pas, ça ne me semble pas utile, ça ne m'aide pas à comprendre le monde. Et donc, bien sûr, les gens qui conspirent contre le bien commun font preuve de désamour et de déraison, et ceux qui conchient leur intégrité, conchient leur méthodologie scientifique, font preuve de déraison et donc de désamour. Ou l'inverse. Ça va dans les deux sens. Donc voilà, maintenant je vais vous parler d'un autre sujet vis-à-vis de cette vidéo. Ça va être la deuxième partie de cette vidéo.
je vais vous parler du 11 septembre et de la place qu'a eu le 11 septembre dans cette chaîne, notamment, et dans ma vie. Maintenant que nous avons vu tout cela, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette chaîne et pourquoi j'ai pu être troublé vis-à-vis de l'affaire du 11 septembre. Un jour, je suis tombé sur une vidéo qui m'expliquait que les tours du 11 septembre ont été démolis. Et donc c'est comme ça que je suis un peu rentré dans ces théories. Et il y en a notamment une qui m'a mis sur le cul, qui m'a appris qu'il y avait une troisième tour qui était tombée. Comme ce sont les conspirationnistes, ce sont en tout cas ce sont ceux qui ont défendu la théorie du complot qui m'ont appris que cette troisième tour était tombée et que je n'ai jamais appris d'une version officielle qu'elle était tombée, d'un documentaire officiel. Je pense que déjà ça a pu jouer hein, sur mon comment dire, sur ma subjectivité. En tout cas, ça m'a troublé. Et donc j'ai commencé à faire des recherches. Et effectivement, il y a un souci vis-à-vis un souci. Il y a une particularité vis-à-vis de cette tour, c'est qu'elle s'effondre d'une manière qui est telle que si on ne sait pas qu'elle s'est effondrée le jour du 11 septembre et qu'on la montre à quelqu'un au hasard, il y a de fortes chances que cette personne dise de manière assez naturelle que c'est une démolition contrôlée parce que ça y ressemble. Donc la question qui se pose, c'est euh, est-ce une démolition contrôlée ou plutôt est-ce un effondrement naturel malgré le fait que ça ressemble à une démolition contrôlée? Donc de temps en temps, nos sens peuvent nous tromper. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense qu'il y a plein moyen de l'expliquer. Donc la question qui se pose, c'est donc est-ce que nos sens nous trompent vis-à-vis de... c'est pas parce qu'on croit voir une démolition contrôlée que c'est forcément une démolition contrôlée. Et quand j'ai débattu de ça sur Internet, je me suis mal pris. Donc ça, de ce côté-là, je le regrette un petit peu. J'ai fait un peu une raoult, c'est-à-dire que j'ai publié une vidéo avec écrit preuve 11 septembre, preuve scientifique du complot. Euh, je n'avais pas, au sens popérien du terme, des preuves scientifiques du complot. C'était plus une manière pour moi de faire du putaclic et de proposer d'en discuter, mais c'était aussi une manière pour moi de vérifier que nous étions bien en démocratie. En démocratie, on a le droit de parler de tout, de réfléchir de n'importe quel sujet, et on n'est pas censé avoir une police de pensée qui nous toque à la porte dès que on pose des questions. Et comme en fait l'être humain est faillible, l'être humain n'est pas à une quantité d'énergie limitée, une quantité de temps limitée, je pense que les débunkers ne sont pas allés jusqu'au bout avec moi lorsqu'ils ont discuté avec moi de ce sujet. Ils ne m'ont pas trop pris en sérieux, ils m'ont rapidement qualifié de conspirationniste, alors que j'aurais voulu avoir la discussion que j'ai eue avec ChatGPT pour arriver à la conclusion la même conclusion du NIST. Parce que les débunkers ont fait d'ailleurs exactement ce qu'ils reprochent, c'est ils m'ont fait un procès d'intention. Ils m'ont dit que j'étais conspirationniste, c'est-à-dire que je voulais valider la version du complot et que j'étais prêt à la défendre malgré le fait qu'il y avait des contre-arguments. Et comment ils le savent? Parce que moi, pourquoi je défendais la version complotiste, c'est parce que elle était mal débunkée et que je voulais qu'elle soit proprement débunkée. Donc là, il y avait aussi un souci de communication de ma part. J'aurais dû exprimer les choses de cette manière. Mais pour moi, il y avait des points qui n'étaient pas correctement débunkés, ou en tout cas des prises de position qui n'étaient pas correctement assumées. Je vais vous parler là dans quelques minutes de l'effet nappe. Si les debunkers, le list, etc. Revendiquent ou assument qu'ils font appel à cet effet nappe, ça me convient. Je suis OK pour valider la version officielle.
Mais par contre, faut le dire, faut écrire les choses noir sur blanc. Et c'est ça qui m'a un peu attristé, on va dire, c'est que j'avais l'impression que euh, on n'arrive plus à progresser à ce sujet, on n'arrive plus à débattre de ce sujet sans s'étriper. Et bon, vous connaissez, si en tout cas vous avez vu mes vidéos sur les débats, eh ben vous savez que moi j'ai envie que les débats se prolongent et ne s'arrêtent pas. Donc voilà, nous allons passer donc à une image que je vais utiliser pour vous présenter mon nouveau point de vue vis-à-vis du 11 septembre. Maintenant, je vais vous proposer une expérience de pensée pour que vous compreniez bien maintenant ma position vis-à-vis du 11 septembre. Je vais vous demander d'imaginer que vous avez invité votre ami Robert une après-midi chez vous. Vous avez un chien, on va l'appeler Arthur, et sur la table, vous avez posé 5 verres, 5 bouteilles. Et sur la table se trouve une nappe. Donc il y a la table, la nappe et les 5 bouteilles par-dessus. On va dire pour simplifier qu'elles sont vides. Euh, vous allez à la cuisine. Juste avant que vous alliez à la cuisine, je veux quand même vous expliquer le fait que votre ami Robert, vous le connaissez, c'est quelqu'un de farceur et vous avez fait à plusieurs reprises des farces dans votre vie. Et donc vous allez dans la cuisine, vous préparez, je sais pas moi, les condiments, les boissons, etc. Et puis vous entendez un chlong. Et donc vous retournez, vous allez dans votre salon, et là vous voyez le chien qui a la nappe dans la bouche. Les 5 bouteilles sont toujours sur la table, mais il y en a une qui est renversée. Et votre ami Robert est juste mort de rire. Vous ne savez pas s'il est mort de rire parce que il y a une situation étonnante qui vient d'arriver ou parce qu'il vous fait une petite farce. Et ma question elle est simple, d'après vous, que s'est-il passé? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit le toutou a juste pris la nappe dans sa bouche, il a tiré d'un coup suffisamment vite pour que les bouteilles ne tombent pas, ou en tout cas qu'une seule tombe. Soit votre ami farceur a mis la bouteille dans la bouche du chien et puis s'est rassis. Et puis en se renseignant, par exemple, il a pu faire tomber la 5e bouteille. Donc, vous avez ces deux hypothèses-là, et il va falloir peut-être trancher en tout cas. Bon, tant que vous ne lui posez pas la question, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et je fais ce parallèle entre cette situation et la situation de la tour numéro 7 lorsqu'elle s'est effondrée. En fait, lorsqu'elle s'est effondrée, si on nomme les 4 sommets de la tour, les 4 sommets supérieurs de la tour, A, B, C, D, et qu'on nomme ensuite le sommet du bâtiment, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, la petite pièce qui représente le sommet du bâtiment, on appelle E. Bien, le point E est tombé avant. C'est ce qui a fait dire que ce qui a provoqué l'effondrement, et donc un effondrement naturel, ce sont les incendies. Et c'est le côté simultané, vous m'avez compris, des 4 autres points qui a provoqué l'autre hypothèse, comme quoi ça a été une démolition contrôlée. Et on se retrouve en fait en quelque sorte dans cette situation-là. C'est-à-dire que pour qu'il y ait cet effondrement synchronisé des points A, B, C et D, il faut ce qu'on pourrait appeler un effet nappe. Donc l'équivalent d'un phénomène naturel ou un phénomène non humain euh, qui provoque quelque chose que l'humain a déjà du mal à effectuer. Si vous regardez, si vous tapez démolition contrôlée sur YouTube, vous ratez surtout, enfin, failed control demolition sur YouTube, vous pouvez tomber sur des compilations de démolition contrôlée ratées. Et donc le fait que des humains expérimentés avec des hauts niveaux de diplôme, de technique, échouent à faire ce que le feu a réussi ce jour-là,
C'est ce qui a étonné, en tout cas, une partie des gens qui ont analysé ce problème. Et comme on vient de voir, le mot conspirationniste a pu engendrer plus de flou qu'autre chose, et c'est la raison pour laquelle on se trouve dans cette situation-là. Et mon objectif, là, c'est de comprendre ce qui s'est passé, et au point où je suis OK, là, maintenant, pour valider la version officielle, à partir du moment où j'ai eu le droit d'y penser. Si, par contre, dès que je pose la question, la question est immédiatement mise de côté grâce à le joker du mot conspirationnisme, et là, ça ne me convient pas. Je ne peux pas être en accord avec mes principes, je ne peux pas être intègre et valider la version officielle alors même que je ne suis pas convaincu. Et c'est en débattant avec ChatGPT et en arrivant jusqu'à cette image que j'ai pu être convaincu. Oui, c'est rare qu'un chien attrape dans sa bouche une nappe et arrive à le tirer suffisamment rapidement pour que les 4 bouteilles que l'on voit restent en place. Et oui, notre ami Robert a un passif, mais c'est possible. C'est techniquement possible et c'est ce qu'avance le NIST. Et je voulais juste faire cracher ça à quelqu'un, que ce soit le NIST, un debunker ou un chat GPT, peu m'importe. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et moi, je ne suis pas non plus, je ne veux pas être dans le militantisme. Je veux par contre qu'il soit toujours possible de faire, de faire de la science, et deux, d'être en accord avec ses propres principes. Et tant que je n'avais pas eu cette discussion avec quelqu'un ou quelque chose, ben, je ne pourrais pas être. Voilà. Bien, maintenant je vais essayer de conclure cette vidéo. Donc juste avant la conclusion, je vais préciser certaines choses parce que c'était pas forcément clair sur cet exemple d'effet nappe. On pourrait croire que je pourrais m'en servir pour secrètement défendre la version officielle, et c'est pas le cas, parce qu'en fait la version de la démolition contrôlée ne tient pas à cause d'un problème. C'est qu'il n'y a pas de son d'explosion au moment de l'effondrement. Je sais qu'il y en a avant. Il y a une vidéo notamment où on voit une personne qui appelle une autre, qui dit ensuite est-ce que tu veux appeler ta mère ou je ne sais quoi. Il pose la question à une personne. Et puis tout d'un coup, les deux personnes se retournent vers le bâtiment 7 et ils entendent une énorme explosion. Et bien ça, cette explosion-là, je m'en servais en général pour répondre aux gens qui disaient oui, voilà, il n'y a pas de son d'explosion, c'est vrai. Mais par contre, cette explosion n'apparaît pas au moment de l'effondrement. Or, pour que un bâtiment soit démoli, on doit entendre des explosions au moment où le bâtiment s'effondre. Et c'est pas un son lointain, c'est vraiment, même si on est très loin, le son est assourdissant, et le NIST donne un critère pour déterminer s'il s'agit d'une explosion ou pas. Et aussi, en discutant avec ChatGPT, il m'a expliqué aussi comment analyser un signal acoustique pour déterminer si c'est une explosion ou pas. Et donc, à partir du moment où nous avons une méthodologie, on peut faire de la science. Et tant que personne n'a fait cette opération, ou en tout cas tant que je ne l'ai pas fait, est-ce que j'en ai besoin? Même pas. Comme je l'ai dit, je ne suis pas policier. Je ne suis pas juge américain, donc je n'ai pas à le faire. Donc, en revanche, je veux vérifier en tant que citoyen que j'ai le droit de penser. Et donc, je valide la version officielle parce que j'ai suffisamment d'éléments en faveur de la version officielle. J'ai vérifié que j'avais le droit de penser. Il n'y a pas eu de Pravda, la DGSE n'est pas venue chez moi en me disant monsieur, vous avez fait preuve d'esprit critique, crime de pensée, vous allez aller dans la salle 101, c'est pas arrivé. Donc ça me va, ça me convient, et je n'ai pas besoin de plus. Par contre, je peux avoir de l'empathie envers quelqu'un qui me dit que ce n'est pas possible. Ce bâtiment ne peut pas s'être effondré de cette manière-là sans avoir été démoli. Moi, je ne suis pas convaincu, je suis plus convaincu par mes yeux que par l'analyse. Là, pour moi, on est dans un dilemme. C'est un peu comme le dilemme des deux pilules, la pilule rouge et la pilule bleue. Vous avez peut-être vu passer ce dilemme, et les gens s'affrontent à ce sujet. Et moi, si j'identifie que j'ai pu aller aussi loin que je pouvais aller, et que le débat n'est plus constructif,
ça me convient de ne pas aller plus loin et de valider la version officielle parce que j'ai plus à y gagner. Parce que, parce que j'ai plus à y gagner aussi en termes de sagesse et d'autocritique. Donc c'est pour ça et voilà, euh, ça ne veut pas dire que je suis tout à fait convaincu par la version officielle, c'est pas exactement ça, hein. C'est que je la valide. J'ai suffisamment d'éléments pour la valider, parce que de toute façon, pour être convaincu par la version officielle, il faudrait que j'ouvre la boîte avec le Sharp dedans. Vous savez, l'exemple que je donnais au début. Donc, ça ne veut pas dire que je suis convaincu, ça veut dire que j'ai suffisamment d'éléments pour la valider. Si un jour il y a d'autres éléments qui viennent invalider la version officielle, eh bien, je les prendrai en compte. Et donc, comment conclure maintenant? Bonne question. Euh, je pense que ça va être déjà très important qu'on fasse tous preuve d'empathie les uns envers les autres. Moi, j'ai notamment eu la crainte d'avoir euh, euh, propagé dans la population une théorie nocive qui pourrait amener en tout cas à avoir tellement de défiance envers le pouvoir en place qu'on se met à faire n'importe quoi. Qu'on se met à faire des émeutes et des choses comme ça. Et c'est pas mon but, c'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est que le niveau global de la population, du débat, s'élève d'une manière ou d'une autre. Et c'est juste ça mon but quand je travaille sur ce genre de sujet, c'est que je ne veux pas que les gens prennent trop parti. Je trouve que le propos de Simone Veil nous éclaire vraiment beaucoup. Ne prenez pas parti et essayez de découvrir le fameux cylindre, le motherfucking cylindre. Cherchez le cylindre encore et toujours. Et je pense que je vais terminer là-dessus. Merci et à bientôt.